Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions.
Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14h. 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14h. 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14h. 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Bienvenue dans ce tract dédié à l'innocence, les nouvelles attentes des candidats et des collaborateurs. Avec la crise du Covid, la question du sens au travail a pris une toute nouvelle dimension, c'est l'utilité sociale
et la valeur travail dans son ensemble que les collaborateurs interrogent. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la quête de sens n'est pas seulement l'apanage des jeunes générations. En effet, d'après une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, fin 2020, 94% des cadres jugeaient important d'exercer un métier qui a du sens. Mais que signifie un travail qui a du sens? Quels outils utiliser pour répondre à cette quête? Quel peut être le rôle du manager dans ce cas et en quoi est-ce un enjeu décisif pour les entreprises? C'est ce que nous allons voir. Parmi les nouvelles attentes des candidats et des collaborateurs, la quête de sens. Mais justement, un collaborateur en quête de sens, n'est-ce pas là une opportunité pour l'entreprise? C'est ce qu'on va voir avec Jérôme Isaert. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes directeur Human Capital HR Transformation chez Deloitte. Mais on va peut-être commencer par rappeler ce qu'on attend par sens quand on parle de quête de sens. Qu'est-ce que ça signifie? Merci Karine. Quête de sens, vaste sujet. Alors en fait, je pense que nous, chez Deloitte, dans notre service capital humain, donc on regarde ça sous le prisme à la fois le collaborateur et l'entreprise. C'est vrai que la quête de sens a à la fois un but personnel pour un individu, mais ça a aussi vraiment un intérêt dans le sens d'un collectif. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'un et l'autre et la relation l'un avec l'autre. Et voir comment on peut transformer l'essai avec ce besoin qui est de plus en plus important aujourd'hui pour les gens. Voilà. Donc la quête de sens, c'est quoi le sens pour tel que nous on l'entend? C'est vraiment le but, c'est le pourquoi en fait. C'est pourquoi je mène la vie que j'ai, pourquoi je me lève le matin, pour faire quoi, ça contribue à quoi. Alors au départ c'est ça. Après l'interprétation que ça prend chez chacun peut être différente parce qu'on a tous des manières différentes de fonctionner et d'un point de vue émotionnel on est aussi tous différents. Et c'est là où justement il y a vraiment un parallèle à faire et un lien à faire entre l'individu et le collectif. D'un point de vue de l'entreprise, je dirais qu'il y a deux impacts. Il y a l'impact de la société, c'est-à-dire que les différentes parties prenantes, le public, les investisseurs, les États, les organismes réglementaires, toute cette société-là demande maintenant aux entreprises de jouer un rôle de plus en plus important dans la résolution de certains problèmes environnementaux et sociétaux, et les collaborateurs aussi. Voilà. Et donc d'un point de vue de l'entreprise, c'est comment est-ce que je peux prendre en compte ces nouveaux besoins. Alors ils ne sont pas nouveaux parce que ça fait depuis des décennies quand même qu'on sent cette nouvelle tendance, mais c'est encore plus fort maintenant suite à la crise du Covid. Et comment est-ce qu'on peut transformer ces nouveaux besoins en valeur ajoutée? Et c'est si on arrive à transformer cette valeur ajoutée qu'on pourra vraiment continuer à mettre en place des nouvelles politiques qui tendent dans ce sens. Voilà. Et justement, comment elle va pouvoir transformer cette entreprise, ces demandes qu'on lui fait finalement en effet de levier? Oui. Alors, ce qui est important déjà, comme souvent dans tout ce qui traite de l'humain, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit sur ces sujets-là, c'est déjà de se dire que le sens peut avoir une valeur ajoutée. Et si on reconnaît ça, déjà, on est plus enclin déjà à mettre derrière des politiques en place qui vont viser à essayer de répondre à ces enjeux, à ces demandes, à la fois du public, mais aussi des collaborateurs et aussi des clients. C'est vrai que l'entreprise, quand elle traite le sujet du sens, du purpose en anglais, elle dit souvent, l'entreprise, que ça sert trois points. Ça sert les collaborateurs, ça sert les clients, et donc si ça sert les clients, ça sert la marque. Ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que dans beaucoup d'entreprises, la question du sens, la stratégie sur la question du sens, elle est confiée à une personne du marketing. Ce qui veut bien dire que pour les entreprises, la question de sens, c'est surtout un impact sur la brand, sur la réputation, sur la marque de l'entreprise. Et ce qu'il faut, c'est en fait transformer ça plus sur l'aspect quels sont les nouveaux éléments de valeur qu'on va atteindre grâce à l'épanouissement personnel et collectif de mes collaborateurs. Donc voilà. Au-delà de l'aspect marketing, ce que vous dites, il faut également, pour mettre tout ça en musique convenablement, que les RH s'accaparent de ce sujet. Alors ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Si on regarde une entreprise, en fait, le champion du sens, ça doit être le PDG.
Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et C'est lui qui doit porter le premier message. Ouais, c'est lui qui doit porter ça, cette vision-là. Et si on interroge, quand on interroge les PDG, ils nous disent bien, bah oui, mon job est impacté à 100% par ces sujets-là. Après, c'est évidemment la garde d'en dessous aussi de prendre en charge ces sujets-là. C'est pas le sujet d'une seule personne en fait, c'est le sujet de tout le monde dans l'organisation. Parce que le public comme les salariés, ils attendent que l'entreprise elle ait une action cohérente sur l'ensemble de ses activités, les ventes, le marketing, le commercial, enfin tous les différents services de son entreprise et pas juste un ou deux points. Donc il faut l'intégrer dans la culture de l'entreprise, il faut l'intégrer dans les processus de l'entreprise, dans les processus à différents niveaux, y compris dans l'indexation de la rémunération des cadres dirigeants sur l'atteinte de ces objectifs-là. Voilà. Donc on le disait, au départ c'était plutôt marketing, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut que ce soit un message porté par le PDG, puis que les différentes strates de l'organisation s'en saisissent, notamment la RH, mais aussi le management, parce que, pardonnez-moi, je reprends vos mots, Jérôme, vous m'aviez dit on a encore beaucoup de management à la papa en France, et ça il faut le changer. C'est quoi le nouveau mot aujourd'hui? C'est peut-être l'empathie. Oui, l'empathie, la bienveillance. Ce qui a changé, c'est la relation, en fait, la relation qu'on a avec sa carrière, avec sa vie, avec son équilibre professionnel et personnel. Et donc, l'entreprise aussi, elle doit s'adapter à ça, voilà, pour continuer à survivre. Et donc, effectivement, il faut être au plus près des collaborateurs, des gens, du public, pour écouter ces personnes-là, avoir leur ressenti pour adapter nos stratégies. C'est-à-dire que quand on prend des décisions au quotidien, une entreprise, elle prend tout un tas de décisions au quotidien. Il faut que ces facteurs-là soient au centre, au cœur de ces décisions-là, qu'on prenne des décisions en fonction de ces facteurs-là. Et c'est que comme ça aussi qu'on arrivera vraiment à rentrer le sens dans la culture de l'entreprise. Voilà, ça c'est fondamental. Et sur ce que vous disiez aussi, ce qui va faire plaisir aux investisseurs? Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que, bon, souvent, c'est sûr que les investisseurs, ils voient le capital humain comme une ligne sur un bilan, et pas forcément sur toute la partie créatrice de valeur, épanouissement, créativité, innovation, nouveaux produits, répondre à des produits, à des besoins qui sont non satisfaits aujourd'hui, créer des nouveaux produits, créer des nouveaux business models pour se différencier. Et la valeur aujourd'hui pour une entreprise, c'est essentiellement la différenciation et la création d'une valeur supplémentaire qu'elle va arriver à générer grâce à des gens qui sont épanouis, qui vont dans le sens de ce que fait l'entreprise. Alors c'est sûr qu'une entreprise qui, d'un point de vue sens, si on observe par exemple les pompiers, les gens qui travaillent dans le médical, eux, on n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est que le sens de leur vie, parce que pour eux, c'est évident. Mais dans d'autres métiers, il y a un travail plus important à faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on observe les gens, par exemple, qui nettoient dans les hôpitaux et qu'on leur demande quel est le sens de votre activité, qu'est-ce que vous faites, il y a une partie qui va vous dire moi j'ai un rôle essentiel dans la chaîne de l'hôpital, moi je permets de limiter certains risques, voilà, donc mon rôle est essentiel. Et puis il y a d'autres personnes qui sont moins épanouies dans cette structure-là et qui vont vous dire moi je fais plus du nettoyage, voilà. Et donc c'est important que tout le monde soit au bon endroit. Vous savez, on parle souvent en capital humain, la bonne personne au bon endroit. Et ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est aussi une question de sens, de but qu'on se donne, d'envie. Et puis, on nous donne un chemin qui rejoint nos envies, puis on va être inspiré, motivé, et on va donner le meilleur de moi-même, voire plus. C'est ça, en fait. Donner de la valeur à la tâche de chacun. Voilà. Finalement, c'est bien ça. Voilà. Et je revenais à la question de l'empathie. C'est vrai que je disais que les employés font état d'une meilleure santé mentale et émotionnelle, ainsi que d'un plus grand engagement et d'une motivation accrue dès qu'ils sentent de l'empathie de l'organisation ou du manager. Oui, parce que nos sens, alors le mot sens, il fait aussi référence à nos 5 sens, mais aussi à nos émotions et aussi à notre bien-être, à notre santé mentale et physique. Et c'est sûr que si on s'épanouit, si on prend du plaisir, si on arrive à atteindre nos objectifs, il y a pour certaines personnes, ils veulent aider les autres. Voilà. D'autres, ils ont une mission, ils veulent être champions de tennis, par exemple. Voilà. Chacun trouve son sens, mais quand on atteint ça, on dégage du plaisir, du bonheur, et forcément, ça se traduit par une meilleure santé. Voilà, complètement.
Et c'est ce qui va avec tout, ce qui va donner du sens, comme vous nous avez expliqué. C'est vrai, quand on arrive, on dit quête de sens, c'est bon, on va vous expliquer, ça va pas. Non, c'est compliqué. C'est compliqué selon d'où on vient pour le collaborateur, ce que l'on souhaite, mais selon aussi ce que l'on fait en termes d'entreprise. On va voir que c'est pas aussi simple parce que franchement, on va pas au Club Med comme on va chez Vinci, par exemple. Ce sont des choix différents, ou comme on va chez Colas. On va voir ça dans un instant. Merci beaucoup pour votre explication, Jérôme Isaert. Je rappelle que vous êtes directeur Human Capital HR Transformation chez Deloitte. Merci Karine, bonne journée. Et donc, dans cette quête de sens, quel peut être le rôle des managers? On va le voir, bien entendu, il est primordial, comme souvent, et de plus en plus. Pour en parler, nous sommes avec Hubert Côté. Bonjour. Bonjour, Karine. Country Manager de Workday en France. Workday, c'est une entreprise américaine qui est née en 2005, je crois, en Californie. C'est ça, spécialisée dans les applications cloud dans le domaine des ressources humaines, mais aussi de la finance. 2013 à arriver en France. Et justement, les questions, c'est 15 000 personnes dans le monde, oui. Mais les questions de recrutement, etc., c'est quelque chose que vous connaissez parce que ça grandit très très vite en France. Hein. Oui, on a fait, à titre d'exemple, on a fait plus 30% l'année dernière d'effectifs sur la France. On nous demande à peu près de faire la même chose cette année parce qu'on est une société en très forte croissance. Donc effectivement, le sujet du recrutement, de l'engagement, de la rétention des collaborateurs est effectivement au cœur de notre actualité. Oui. Vous êtes en plein dedans. Sylvie Brisson, bonjour. Bonjour. DRH Group du Club Med. Le Club Med, du coup, comment on compte les collaborateurs? Parce que c'est à peu près 70 villages, mais évidemment, il y a ceux du siège, ceux des villages qui ouvrent, qui ferment. Donc, au final, ça fait à peu près combien de collaborateurs? Ça fait à peu près 25 000 personnes qui travaillent pour le Club Med à un moment de l'année et à peu près 13 000 en équivalent temps plein. Eh bien, voilà, donc ça fait de belles équipes aussi, du coup, à diriger, ou plutôt à accompagner, on va dire, puisque c'est bien le sens aujourd'hui de cette problématique. Et justement, Hubert Côté, donner du sens pour l'entreprise, on en a un petit peu parlé déjà, est-ce uniquement défendre des valeurs? Alors, uniquement, non. Alors, effectivement, on a vu dans certaines études récentes que le fait de donner du sens était un critère d'attractivité, mais aussi beaucoup de rétention. Après, il faut le définir. Alors, attirer avec le sens, l'enseignement numéro 1, c'est pas simplement proclamer des valeurs, mais les incarner au quotidien. Les collaborateurs sont beaucoup plus attentifs au fait de les incarner dans la manière dont on pilote, dont on organise, dont on communique au sein de l'entreprise. Mais il faut aussi définir ce qu'est le sens. On a tendance à employer ce terme-là de manière assez générique et j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais la notion de sens devient de plus en plus personnalisée et pas globale au sens de l'entreprise, mais de la conversation avec chaque collaborateur. Donc il faut pouvoir aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce que le sens veut dire pour chacun de nos employés et d'engager cette conversation au quotidien et en temps réel. Donc oui, vous avez raison, il faut incarner il faut avoir des valeurs, un système de valeurs, un système de culture, l'incarner au quotidien, mais aussi savoir définir le référentiel de valeurs presque au niveau individuel. Donc la notion de personnalisation est extrêmement importante. C'est ça, parce que le sens, ça recoupe beaucoup de choses et le sens pour moi ne va pas être forcément le sens pour vous et c'est hyper important. Si on commence par là, justement, quelles seraient les 5 valeurs du Club Med, puisqu'on parle de valeurs, Sylvie Brisson? Alors, on a effectivement 5 valeurs qui sont plutôt très incarnées, en tout cas qui sont venues du terrain. Je ne vais pas vous surprendre, même si dans le monde de l'entreprise c'est assez surprenant, notre première valeur c'est la gentillesse. Parce que c'est le G de Géo et le G de GM. Et la gentillesse au Club Med, ça veut dire être utile à l'autre. Ça veut dire, dans le monde qui nous concerne des ressources humaines, dire les choses et pouvoir aider l'autre à grandir. On a la liberté, qui est aussi comment rendre autonome ses collaborateurs. La multiculturalité, parce qu'on est définitivement une entreprise inclusive, tolérante, où il n'y a aucune notion d'origine ou d'orientation quelle qu'elle soit. On a l'esprit pionnier, parce qu'on revendique l'invention des resorts, du mini-club, des buffets, et la responsabilité, parce qu'on reste dans le monde d'une entreprise et que l'on est tous responsables. Mais c'est vrai que quand vous nous dites ça, on sent quand même que c'est une entreprise un peu particulière, parce que commencer les 5 valeurs par parler de gentillesse, oui. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement la quête de sens de vos collaborateurs. Elle va peut-être être moins sur le sens de votre entreprise, parce que
tout le monde se dit, vous êtes là finalement pour donner du bonheur aux gens, c'est bien ce que vous dites, donc on se dit, forcément c'est sympa, si je puis me permettre le Club Med. Mais c'est plutôt la quête de sens du collaborateur à l'intérieur de l'entreprise qui compte aujourd'hui. Oui, alors on a effectivement la chance d'être une entreprise qui a une mission assez claire d'offrir une parenthèse de bonheur. Ça met de ce fait quand même une vraie pression et un vrai enjeu qui est que le collaborateur, quand il nous rejoint, que ce soit dans un resort, dans un de nos bureaux, dans une agence, veut le retrouver. Et donc du coup, la cohérence entre ce que l'on prône, ce que l'on vend à nos Exactement ce clients que disait et ensuite Hubert ce que je à l'instant, vais vivre personnellement dans l'entreprise est un vrai challenge. C'est bien ça. Il faut bien que ça corresponde. C'est pas le tout de proclamer des valeurs. Exactement. Il faut les incarner au quotidien. Et ce qu'il y a, c'est que dès le départ aussi, vous proposez cette life-changing expérience. Exactement. Une expérience unique de vie parce que travailler au Club Med, alors c'est vrai en resort, c'est vrai aussi, et on souhaite que ce soit vrai aussi en bureau, c'est à la fois développer ses compétences, développer sa technicité, mais aussi se révéler, aller au fond de ce que l'on est vraiment. Et c'est aussi cet environnement convivial qui permet aussi de créer des liens. Et en resort, c'est très vrai. Et ça correspond pour le coup à des vraies attentes des collaborateurs. Créer des liens pour la vie, des amitiés, que ce soit parmi les collaborateurs, mais aussi parmi les clients, avec les clients. C'est une histoire humaine, en fait. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Et donc l'enjeu, c'est effectivement ensuite que l'on crée les conditions avec les managers, parce que les managers sont un levier très important de l'incarnation du sens, de créer les conditions pour que nos collaborateurs le ressentent. Eh oui, le manager, justement, rôle clé à ce moment-là. Quel doit être son rôle dans cette quête de sens des collaborateurs, Hubert Côté ? Alors, je vais pouvoir témoigner un peu de la manière dont ça se passe chez nous, dans notre industrie, mais aussi de ce que j'entends de nos différents clients. Je pense qu'il y a eu un vrai changement de paradigme sur les quelques dernières années, où on est passé d'une logique du contrôle à une logique de la confiance, où quelque part, il y avait inconsciemment, le manager était légitime par sa fonction, alors qu'aujourd'hui, il doit prouver tous les jours sa légitimité. Et sur des leviers un petit peu nouveaux, le premier, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, est-ce que mon manager m'apporte quelque chose à titre professionnel sur mon développement, sur mes compétences, mais également quelque part à titre personnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne inspirante avec qui j'aime passer du temps et auprès de qui j'apprends de manière assez large. Deuxième levier, c'est la confiance. Moi, j'ai grandi dans une culture où on contrôlait d'abord ce qu'on faisait et puis en fonction des résultats, on pouvait prétendre à quelque chose. Aujourd'hui, le système s'est un peu inversé, c'est fais-moi d'abord confiance et puis on jugera sur les faits. Mais c'est vrai que toutes ces logiques qu'on a connues un peu de micromanagement, etc., sont en train de disparaître parce qu'elles ne fonctionnent plus, notamment avec les plus jeunes populations. Le manager a un rôle de plus en plus fort de reconnaissance et d'estime vis-à-vis du collaborateur, mais sur des leviers qui sont beaucoup plus larges, qui ne sont pas simplement la performance quantitative, mais aussi sur l'impact que le collaborateur a dans la manière de vivre l'entreprise. Pourquoi pas dans sa manière aussi d'accueillir des nouveaux collaborateurs. Avant, c'était la charge du manager d'accueillir les nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus l'ensemble de notre population pour participer à cette expérience. Et quelque part, 100% des collaborateurs doivent être des ambassadeurs de la culture, de l'incarnation des cultures, du sens qu'on donne aux choses. Donc le manager est devenu beaucoup plus moi je fais souvent cette distinction, un leader qu'un manager opérationnel. C'est-à-dire qu'il est maintenant l'incarnation de justement tout ce système de valeurs, ce système de sens, ce système d'incarnation de la culture au quotidien, cette logique de je te développe plutôt que je mesure ta contribution. Et je t'offre un parcours personnalisé, mais il faut que ce parcours personnalisé s'inscrive quand même dans ce système de valeurs et de culture que la société revendique. Donc il y a eu une mutation extrêmement forte du rôle du manager et qui est en cours. Et je pense c'est quelque chose qui va continuer à évoluer très fortement, ce qui
nous oblige nous aussi à accompagner le manager dans cette mutation-là, Eh ce oui, qui parce est que un vrai challenge. Du coup, c'est une demande de plus que l'on fait au manager sur son travail. Et ce que vous disiez, effectivement, c'est celui qui est au plus près des collaborateurs qui va permettre cette personnalisation et donc de répondre à leurs demandes. Sylvie Brisson, vous me disiez en préparant ce rendez-vous que le manager, il doit écouter avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce que l'on vient de dire aussi, ce besoin d'équité du collaborateur. Exactement. La pression est grande pour le manager avant tout. Comme vient de le dire Hubert, il doit être, y compris les managers de premier niveau, qui n'est pas évident quand même de devenir des leaders inspirants. Et je pense que la façon la plus simple de faire, c'est d'être complètement connecté à la personne que j'ai en face de moi. C'est pas nouveau, ça n'a pas démarré depuis 2 ans, ça existait déjà avant, mais en tout cas, cette capacité à personnaliser son style de management. Et effectivement, on ne peut plus se permettre d'avoir des réponses différentes en fonction des personnes. Tout du moins, on peut avoir des réponses différentes sur les thèmes de développement, d'évolution, de carrière, mais tout ce qui touche à l'équité en termes de rémunération, en termes de différents types d'avantages, la façon dont je vais être gérée dans l'entreprise, il faut qu'il y ait des repères maintenant extrêmement clairs, extrêmement nets, parce qu'il n'y a quasiment plus de tolérance maintenant à des écarts. Et au-delà de ça, je veux aussi pouvoir, pour me projeter, parmi le sens que ça a pour moi de rester dans cette entreprise, il faut que je comprenne la façon dont je vais être traitée. Et que si je fais ça, il va avoir ça. Parce que quelque chose de flou, où je n'ai pas l'impression de comprendre exactement comment je vais pouvoir être acteur et piloter ce qui va m'arriver, me désengage en fait. J'aimerais qu'on s'arrête aussi à un moment donné sur le besoin, la quête de sens, aussi l'équilibre vie pro, vie perso, ce que vous disiez tout à l'heure. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement, Sylvie Brisson, ce que vous avez mis en place justement parce que vous avez la particularité d'avoir ces personnes au siège et puis les personnes dans les villages, pas tout à fait la même population, pas tout à fait les mêmes attentes. Mais justement, l'idée, c'est quand même de faire une entreprise unique et donner un même sens à tous. Donc, vous avez mis en place une nouvelle proposition depuis quelques mois pour les salariés du siège. Exactement. On a, comme tout le monde, travaillé sur un cadre que l'on appelle de smart working. On avait du télétravail au Club Med depuis plus de 5 ans avant la crise, donc quasiment une petite dizaine d'années. Et effectivement, dans cette quête de sens, pour nous, le sens, c'est je ne travaille pas au Club Med comme je travaillerais pour n'importe quelle autre entreprise. Et donc, du coup, se connecter en permanence à ce qui fait la différence de cette entreprise est vital. Donc, on a mis en place depuis le début de l'année un premier test en France et aux États-Unis de ce que l'on appelle workation. C'est la possibilité de télétravailler en village. 1 semaine avec sa famille pour pouvoir du coup garder le lien et effectivement travailler. Donc du coup la journée je suis connectée, mais pouvoir à l'heure des repas et puis surtout en soirée profiter pleinement du village, mais aussi des équipes village et pouvoir du coup connecter parce que une des vraies difficultés c'est la connexion, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, avec les voyages qui se sont arrêtés, etc., pouvoir connecter à qu'est-ce qui fait sens chez nous a été une difficulté ces 2 dernières années. Comment on montre aux collaborateurs justement qu'on s'intéresse, alors ça c'est une des réponses peut-être, à sa quête de sens, Hubert Côté. C'est aussi avec ces plateformes d'écoute et d'engagement collaborateur ? Alors exactement, et moi j'en ai été quelque part un témoin privilégié. Alors Workday a fait l'acquisition d'une de ces plateformes il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Picon et qu'on a implémenté nous en interne. Et très sincèrement, j'ai pu voir moi la puissance aujourd'hui de ce que la technologie peut permettre en termes d'écoute. Alors déjà dans sa fréquence, je discute avec beaucoup de clients et il y avait encore pas mal d'entreprises qui étaient sur des écoutes annuelles. Nous on a une écoute qui se fait par 5 questions tous les vendredis. Donc hebdomadaire. Donc hebdomadaire, avec une consolidation des résultats par trimestre. Mais ce qui est surtout, au-delà de la méthodologie et de la fréquence, ce qui est surtout assez impressionnant, c'est le niveau de granularité, la capacité à détecter des signaux faibles au travers de cette plateforme, puisque donc les questionnaires sont anonymes, mais il y a des commentaires libres qui sont fournis. On l'avait évoqué en préparant cette émission. Moi, j'ai pu parfois détecter entre une note qui était bonne officiellement, parce qu'on est sur une logique de NPS, donc on note sur 10. J'avais parfois une notation qui était de 10 sur un des items de l'engagement. Par contre, avec un commentaire et des mots qui étaient potentiellement un verbatim qui était choisi, qui était plutôt assez extrême.
Je me rappelle d'un exemple où il y avait c'était une question sur la fluidité de collaboration avec les équipes et le collaborateur a choisi le terme de fight en anglais. Donc la note était bonne, mais par contre le choix des mots était quand même assez préoccupant. Et donc en creusant cette conversation d'abord de manière anonyme au travers de la plateforme, puis en offrant le choix d'avoir une discussion face à face, on a pu effectivement détecter un certain nombre de petits dysfonctionnements. Et en fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui dans cette logique d'engagement, alors nous, les clients nous le demandent, et encore une fois, au-delà de notre technologie, le marché des plateformes d'engagement est en train d'exploser. Parce qu'une fois qu'on a mis ce sujet de la quête de sens, je le disais tout à l'heure, comment on la définit, comment on personnalise le discours, comment on détecte des signaux faibles dans l'organisation, la technologie peut aider grandement avec vraiment de la donnée exploitable temps réel, qu'on peut benchmarker aussi avec des entreprises de secteurs comparables ou de taille comparable. Donc on sait aussi comment nous, on se positionne. Et moi, ça m'a permis justement de créer des conversations régulières avec mon équipe de management sur la base de ces outils pour dire « Ah, là, on a des sujets à traiter au niveau de la France. Ah, on a un sujet à traiter au niveau de ton équipe. » Et d'engager un dialogue, moi avec mes managers avec leurs collaborateurs, pour traiter le point, ne pas le laisser quelque part se dégrader dans le temps et prendre des actions extrêmement claires et rapides pour améliorer tout simplement le niveau d'engagement dans le temps. Une toute dernière chose, le sens aussi, ça peut venir des collaborateurs eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on a 3 secondes, Sylvie Brisson, c'est cette fondation d'entreprise qui vient des collaborateurs. En tout cas, qui vit grâce aux collaborateurs, effectivement. On a été une des premières entreprises parce que notre fondation a 45 ans. Et elle vit grâce aux collaborateurs, puisqu'ils organisent chaque année des goûters planétaires. La Fondation est très orientée auprès de l'enfance fragilisée. Et donc, du coup, on accueille dans nos resorts des goûters planétaires. On accompagne aussi du maraîchage de populations défavorisées autour de nos resorts. Et ce sont nos équipes qui la font vivre. Donc voilà, donc l'importance, l'Hypnosens, c'est bien une collaboration entre la RH, les managers qui ont de plus en plus un rôle clé et les collaborateurs qui s'engagent aussi et qui donnent ce sens à leur entreprise. Merci beaucoup à vous, Sylvie Brisson, DRH groupe du Club Med, et Hubert Côté. Merci à vous, Country Manager de Workday en France. Merci à tous les deux. Et parmi les nouvelles grandes attentes des candidats et des collaborateurs, il y a bien sûr cette quête de sens, mais travailler sa marque employeur pour l'entreprise, est-ce suffisant justement pour rassurer les candidats en quête de sens? Voici l'une des questions à laquelle nous allons essayer de répondre avec Nicolas Mirail. Bonjour. Bonjour Karine. Vice-président IMIA iCIMS. iCIMS, ça a plus de 20 ans. C'est bien ça. Leader aux États-Unis en part de marché sur toutes les plateformes de gestion de candidats. Mais encore, c'est-à-dire que vous traitez tout. Absolument. Donc iCIMS, c'est une plateforme qui va permettre de gérer le voyage du candidat depuis son arrivée sur un site carrière jusqu'à son embauche. Et on a vu des plateformes qui sont capables de couvrir un certain nombre d'éléments. Et iCIMS a la particularité de couvrir le bout en bout ce parcours du candidat et bien évidemment pour l'entreprise ce parcours du recruteur, une seule plateforme pour gérer le voyage du candidat. Le voyage du candidat, c'est bien dit ça. Déjà, vous donnez du sens rien qu'en utilisant ce mot-là. Vincent Mattei, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint acquisition et développement des talents chez Colas. Colas, c'est des travaux publics ? Pas que. Colas, c'est une entité du groupe Bouygues et on travaille sur les infrastructures de transport du futur. Du futur, 57 000 personnes dans le monde et de forts besoins en recrutement. De forts besoins en recrutement, tout à fait. Notamment en France, c'est 3 000 personnes en France ? 3 000 personnes en France, 3 000 à l'international, plus 2 500 stages et alternances partout dans le monde. Donc on ne passera pas les petites annonces ici, mais au moins c'est dit. Voilà, et c'est le moment effectivement de passer quelques messages. Marc Gosne, bonjour. Bonjour. Directeur rémunération avantages sociaux et SIRH d'Orano. Alors Orano, on est dans l'uranium, dans le nucléaire. Il faut peut-être rappeler d'où ça vient. Oui, c'est ex-Areva. On est né suite à la restructuration du groupe en 2017. Une partie des activités d'Areva est partie vers EDF, tout ce qui est conception et fabrication des centrales nucléaires. Et puis tout le cycle du combustible, donc la fabrication, la production et le recyclage du combustible nécessaire à l'énergie nucléaire, donc est resté dans nos activités. Et donc on a créé le groupe Orano début 2018 autour de ces activités
de production, de recyclage du combustible. Et puis on a des activités aussi de service à l'industrie nucléaire, la logistique, du transport, des emballages, de la maintenance. Et on développe aussi des applications médicales pour des traitements thérapeutiques ciblés contre le cancer. Ah, bah, vous voyez, on ne connaissait pas encore toutes vos activités. Près de 17 000 collaborateurs et donc 14 000 en France. Oui, 13 000, 17 000 dans le monde et 13 000 en France. 13 000 en France, c'est bien ça. Alors, les nouvelles attentes des candidats et des collaborateurs, on l'a vu, c'est le sens, mais pas que, ou alors plus précisément, si on regarde les attentes des jeunes générations, ça passe par quoi finalement, Nicolas Mirail? C'est quoi? La personnalisation, le besoin d'aller plus vite? C'est un tout, en fait. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, elle s'est énormément atténuée. Et donc, on a des attentes des jeunes candidats qui sont un mix de vie privée, vie professionnelle, et ils vont avoir des attentes, finalement, qui résultent de ce mariage. Et avant, les entreprises publiaient des annonces, et puis finalement attendaient les candidats. Et aujourd'hui, on a un peu un rapport de force qui s'est inversé. Les candidats ont besoin de flexibilité. Alors, on est dans une pandémie qui se termine, donc ça a changé beaucoup de choses. On espère, bien évidemment. Donc, le sens, c'est de la flexibilité, de la compréhension de la part du management. Ça va être aussi le sens du manager. Est-ce qu'on peut avoir un vrai leader, quelqu'un avec qui je peux avoir confiance? Et puis, on rencontre beaucoup de « j'ai besoin de quelque chose très rapidement ». Donc, ils ont besoin d'avoir une démarche RH qui se rapproche de leur démarche de tous les jours et de pouvoir avoir des outils pour accompagner les entreprises qui sont à la hauteur de leurs outils, on va dire, de tous les jours. Donc, pourquoi pas répondre à une annonce avec un téléphone, avec du texto, du WhatsApp, de la vidéo. Vincent en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est assez intéressant de voir cette fusion, ce qui fait qu'on n'est plus dans l'annonce avec un texte descriptif un peu vieillot, on va dire. On est vraiment dans cette notion de réactivité, de sens. Et je prends toujours l'exemple de ma maman qui est rentrée il y a 40 ans dans une société, qui en est sortie. Ma génération, on a entre 5 et 10 emplois. Maintenant, les jeunes générations, ils évoluent très rapidement. Ils ont en quête on a commencé un travail dans les 3 prochaines années. On va vouloir découvrir quelque chose. Donc, on a une accélération du temps au sein de l'entreprise comme on l'a au sein de la vie de tous les jours. Ils ont la bougeotte, en fait, clairement. Et c'est vrai que ceux qui répondent mieux à ces envies de bouger, d'aller vite, quand on y pense rapidement, ce sont les fameuses start-up ou ces licornes ou c'est les entreprises de la tech qui vont vite pour des grandes entreprises, voire très grandes entreprises que l'on reçoit aujourd'hui. C'est plus compliqué. C'est là que va être le challenge aussi, dès l'image de marque, quoi. Je laisserai Vincent en parler tout à l'heure et Orano également, mais c'est vrai que c'est le temps d'adaptation pour les grandes entreprises au monde un petit peu fascinant des startups. C'est pas évident parce qu'il y a quand même des process à respecter. Il y a aussi toute des notions en fait de managers qui sont engagés, d'engagement aussi des collaborateurs. On en parlera peut-être avec la mobilité interne. C'est quelque chose qui va très vite. Est-ce que ça va trop vite? Je laisserai les entreprises en parler. Ce qui est important, c'est que les entreprises prennent conscience et puissent transformer leur business RH, leurs équipes RH à ce nouveau temps et non pas laisser forcément, on va dire, 100% de choses pour les candidats. Les candidats ont des expériences souhaitées, mais les entreprises ont aussi des choses à faire respecter. Alors en plus, messieurs, vous êtes dans des secteurs parfois un petit peu mal connus ou mal menés. Les infrastructures de transport, par exemple, ça quand même, on peut dire, ça pâtit un petit peu d'un déficit d'image. Je crois qu'il y a une grosse tension sur le recrutement en ce moment. Vincent, en pleine guerre des talents, comment vous y remédiez ? On y remédie par plusieurs biais. On essaye d'être à la fois présent et toucher nos cibles de candidats. Donc ça veut dire quoi? C'est être dans les écoles, de plus en plus dans les collèges et les lycées aussi très tôt pour justement parler de notre secteur d'activité et donner envie très très en amont. On essaye aussi de le faire parce qu'on a des enjeux de féminisation avec par exemple des partenariats avec l'association Elle Bouge pour faire la même chose dans des collèges et des lycées pour pousser les jeunes filles à épouser des carrières scientifiques et techniques. On essaye aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, les classiques, mais chez Colas, on a tenté de communiquer sur TikTok, par exemple, pour toucher les jeunes générations. Ça marche ? Ça marche, oui, ça marche. Il faut le faire régulièrement, c'est pas en one shot, mais ça marche. Là, en ce moment, on est en train de lancer une compétition sportive avec les salariés. On invite des étudiants, donc on va faire en sorte que les deux mondes se réunissent pour partager, échanger. On a des valeurs chez Colas qui sont respect, partage, audace. Donc on va aussi montrer concrètement pendant cette compétition étudiante ces actions. Et puis on va aussi
sensibiliser nos collaborateurs en interne, parce que ce sont eux les meilleurs ambassadeurs et les meilleures ambassadrices. Et on va notamment pousser la cooptation pour qu'eux puissent nous proposer des candidats dans leur réseau. Il y a un exemple très concret, justement, vous venez de nous parler de ces rencontres entre les candidats ou futurs candidats et les collaborateurs, c'est ce challenge d'open innovation que vous avez mis en place. En quoi ça répond aux attentes de ces candidats et de ces collaborateurs, aux attentes de sens? Alors ça répondait aux attentes des collaborateurs. C'est un challenge qu'on a fait à la fois en ligne et en présentiel. C'était l'an dernier, donc c'était une période un peu charnière en termes de Covid. Ça répond aux attentes parce qu'ils sont, comme l'a dit Nicolas, très au fait des nouvelles technologies. Ils sont très au fait aussi et très enclins à innover, à proposer des solutions de demain. Donc là, le challenge, c'était vraiment sur les innovations pour les infrastructures de demain. Donc on avait de très beaux projets. Et on a fait une finale en présentiel, donc ils ont pu rencontrer des collaborateurs, ils ont pu avoir des mentors qui les ont accompagnés, des personnes de la direction générale, donc c'est aussi pour eux une envie de rencontrer physiquement des collaborateurs pour les questionner. Le virtuel c'est bien, mais rencontrer les vrais gens c'est mieux. Et puis c'était sous format pitch, donc c'était se challenger dans un challenge qui était ouvert à l'international, donc de l'innovation, ils sont très ouvert à tout ce qui est intrapreneuriat. Donc on a essayé de pousser ce challenge pour à la fois montrer la marque, sa dimension internationale et ses innovations. Vous allez le refaire ? On va le refaire sur d'autres innovations, puisqu'on a plusieurs innovations chez Colas, notamment des dalles photovoltaïques, on a de la signalisation lumineuse, donc on a un projet de refaire ce type de challenge, oui. Donc à surveiller. Donc parfois chez Orano aussi, vous pouvez pâtir de ce déficit d'image de par votre activité, mais vous y travaillez. Et justement, il y a un an environ, vous avez présenté votre raison d'être, donc Marc Gosn. Quelle est cette raison d'être? Et surtout, racontez-nous de quelle manière vous l'avez construite. Très bien. En effet, on a, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, défini notre raison d'être qui est de développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain. Donc on a placé au cœur de notre raison d'être les 3 enjeux majeurs de notre siècle, donc la préservation du climat, le monde économe en ressources, donc la protection des ressources et la santé. Alors on a eu une démarche de construction avec laquelle on a souhaité justement associer l'ensemble des collaborateurs internes de l'entreprise et les parties prenantes externes. Donc, durant un peu plus d'un an, on a rencontré 1300 collaborateurs dans l'entreprise. Les membres du comité exécutif se sont investis fortement dans cette démarche. Il y a eu une séquence d'entretien et de rencontres 1300 collaborateurs et 230 parties prenantes. On a donc confronté finalement la perception interne que l'on avait d'Orano, et que les collaborateurs avaient d'Orano, avec la perception externe de nos parties prenantes. Et au travers de cette confrontation, on a défini nos priorités. Alors les priorités, on a défini les 6 priorités de développement durable à partir des enjeux de l'ONU pour la planète. Donc autour des 6 qu'on a choisis, je ne vais pas toutes les citer, mais autour du climat, des ressources, des compétences et de l'emploi, de la santé, etc., etc. Et on a co-construit finalement cette raison d'être avec nos salariés et avec les parties prenantes. Et puis on a développé, on a construit ensuite sur cette raison d'être tout notre programme d'entreprise et nos priorités à 2030 pour les années à venir. Oui, parce que votre conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'engagement sans perception de sens. Et ça permet un peu de poser le sens. Afin d'appuyer cet engagement, vous avez aussi beaucoup travaillé sur votre marque employeur. Ouais. Quels sont les derniers dispositifs, dernières campagnes mises en place à ce sujet? Alors, sur la marque employeur, on avait commencé déjà en 2018 à faire pas mal de communication autour de la thématique, autour des idées reçues finalement que les Français ont sur le nucléaire, au travers d'enquêtes qu'on avait fait avec BVA, au travers desquelles on avait pu expliquer que le nucléaire, c'est une énergie bas carbone qui produit 4 fois moins de CO2 que le solaire, autant que l'éolien, 40 fois moins que le gaz. Donc c'est une énergie bas carbone et pilotable, c'est la première énergie bas carbone. À partir de là, lorsqu'on a construit notre raison d'être, on a pu, sur ces fondements-là, poursuivre donc le développement de ces thématiques. Et on s'est adressé au travers 2 campagnes ces dernières années, une un peu sous format de BD un petit peu scientifique, aux populations les plus jeunes. Et puis on a recommencé cette année là, pour la campagne d'alternance de la rentrée prochaine en septembre. Et on leur a parlé climat, on leur a parlé santé, on leur a parlé recyclage, économie de ressources. Et on leur a dit, soyez audacieux finalement, venez chez nous, surprenez-vous, rejoignez-nous. Parce qu'on peut vous proposer des postes et des missions à responsabilité dans une entreprise à haute technologie et vous allez pouvoir donner un sens concret
finalement à votre engagement, qui est de travailler dans une entreprise au cœur de l'action pour la préservation de la planète. Il est entendu ce message ? Oui, on a changé, oui, tout à fait, parce qu'on a refait très récemment un nouveau sondage et on voit que les perceptions évoluent. Les perceptions évoluent. Alors, dans les dernières campagnes présidentielles, dans les dernières décisions prises, le nucléaire est revenu au centre des... Ça vous aide un petit peu. Voilà, ça aide un petit peu. Mais juste avant, le sondage avait été fait juste avant, on avait vu une évolution intéressante de la perception. Il y a les rapports du GIEC qui Bien sont sûr. aussi beaucoup en notre faveur, qui montrent que le mix nucléaire et renouvelable est indispensable pour préserver le climat. Donc voilà, mais ça marche, ouais. Ça marche. On est beaucoup sur les réseaux sociaux et puis auprès des jeunes dans les lycées, voilà, et les collèges et les universités. Et justement, le digital et les réseaux sociaux, Nicolas Mirail, en quoi la techno d'acquisition de talent que vous proposez peut aider à répondre aux besoins de sens des candidats ? On l'a vu là avec les deux exemples, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher les candidats là où ils sont. Alors avant, on mettait encore une fois, les candidats venaient à l'entreprise. Je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que les candidats sont sur les réseaux sociaux. On en parlait de TikTok, de Facebook, peut-être que c'est un peu vieux, et c'est de pouvoir donc donner aux entreprises les outils pour pouvoir aller chercher ces collaborateurs de demain et de très vite les transformer. Il y a une volatilité, je pense, assez forte des candidats. Et donc, on n'en a pas encore parlé, mais on va les chercher, et ça a été très bien expliqué, là où ils sont, et on n'attend pas qu'ils viennent. Et deuxièmement, là, ce que nous, on va apporter, c'est cette capacité de très vite les engager à travers la quête de sens, mais aussi à travers des outils qui vont capitaliser directement sur le moment, on va dire, le moment présent, l'envie de séduire. On a parlé de marque employeur, pour vite les mettre dans ce voyage dont je parlais en introduction, qui est de dire, allez, on démarre un voyage avec Colas ou avec Orano, etc. Maintenant, parce que cette volatilité, demain ou dans quelques jours, quelques semaines, peut-être qu'elle aura disparu. Donc il y a un moment, il faut les attraper, pour ça il faut des outils, et qui puissent vraiment avoir cette dimension du début jusqu'à la fin, de pouvoir apporter des notions aussi, on va parler de parité homme-femme, d'être capable aussi de donner à travers ces outils cette notion d'analyse, de ce que l'on va prendre comme candidat et transformer jusqu'au bout en collaborateur. Qu'est-ce qui a changé justement, selon vous, Vincent Maïtei, dans la relation au travail entre les nouvelles générations et les plus anciennes ? Souvent, aujourd'hui, on les oppose un peu. Est-ce que c'est... On les oppose un peu à tort, je trouve, mais Nicolas l'a un peu évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a une volonté d'avoir un équilibre de vie pro, vie professionnelle, un petit peu différent de ce qu'on a pu connaître dans les années passées. La digitalisation, c'est des générations qui sont nées avec les outils, donc quand ils arrivent dans l'entreprise, ils attendent à ce qu'on ait des outils aussi performants. Mais la question de sens, peut-être qu'on attribue davantage aux jeunes générations, désormais, elle infuse à peu près tout le monde. Oui, elle est partout. Elle est partout. Je pense qu'on a tort de l'associer uniquement aux nouvelles générations. Peut-être qu'eux ont osé en parler. Eux osent en parler, mais de plus en plus, l'ensemble des générations, je pense, en parlent. Quand, par exemple, on favorise des initiatives pour les collaborateurs pour qu'ils s'engagent, il y a toutes les classes de l'entreprise qui s'engagent, toutes les générations qui s'engagent. Donc, ce n'est pas que les jeunes générations. Mais les jeunes générations, si on résume, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la digitalisation, l'internationalisation, de plus en plus. Ce sont des gens qui veulent aller de plus en plus à l'international, qui souhaitent évoluer plus rapidement peut-être aussi, parfois trop, mais plus rapidement. C'est ce qu'on disait, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. On parlait d'aventure, d'expérience candidat, il faut être capable de gérer l'expérience salariée. Et puis, ils attendent un management, on en parlait dans l'émission précédente, dans la vidéo précédente, de quête de sens, mais aussi de management. Ils attendent un management participatif, ils attendent du feedback, ils attendent de l'engagement de leurs collaborateurs, ils attendent qu'on les fasse monter en compétences également. Ça, c'est nouveau. En quoi, Nicolas, la mobilité interne, justement, est-elle facteur de sens pour le collaborateur ? Et on l'a dit, les candidats sont volatiles. Oui. Ils ne le sont pas avant et plus du tout après. Ils le sont aussi après, de par ce que vient de dire Vincent. Donc, en résumé, ce qu'on vient de dire, c'est pouvoir apporter un sens pour rentrer dans l'entreprise. Et finalement, cette quête de sens, si on veut garder le collaborateur, il faut la faire vivre après. Et donc, faire vivre ça demande des initiatives un peu nouvelles. Ça nécessite aussi, de la part du management, et pas que les outils, de se transformer. Et ça, on n'en parle pas souvent. Et n'oublions pas que recruter, ça coûte cher. Garder des candidats ou perdre des candidats, ça coûte encore plus cher. Et donc, en fait, cette phase un peu immergée de l'iceberg, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur lequel il faut se concentrer, parce qu'on a l'impression qu'on séduit au début,
mais ce qui est intéressant, c'est de durer dans le temps. Je ne ferai pas de parallèle, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et cette mobilité interne, il faut avoir des outils, ça c'est le propre d'iCIMS, mais il faut avoir une vraie transformation des recruteurs, et après, on passe le flambeau aux managers, à cette notion de sens. Je vous en parlais en introduction. Est-ce que j'ai foi dans mon management? Est-ce que ce manager peut me transformer, peut me guider vers des nouvelles opportunités de carrière au sein de cette entreprise? Donc, c'est une vraie transformation. Moi, je suis très fier de trouver aujourd'hui ce domaine des RH en pleine ébullition, parce que je crois que, encore une fois, post-pandémie, avec cette fusion de la vie privée, de la vie professionnelle, on est dans un renouveau total du monde des RH qui était parfois laissé un peu de côté. Ben voilà, qui reprend toute son importance. Justement, chez Colas, vous avez commencé à l'esquisser. Vincent, comment s'opère cette conduite du changement qui concerne en premier lieu les managers? Donc il faut les accompagner sur ces questions. Comme l'a dit Nicolas, c'est clé. Si vous ne faites pas évoluer vos managers, si vous ne les formez pas à accompagner les collaborateurs et tous les collaborateurs, ce n'est pas que les nouvelles générations, parce qu'il faut faire coïncider, c'est ça le plus dur, c'est faire coïncider plusieurs générations qui ont des attentes parfois un petit peu différentes. Donc il faut les former. Il faut les former à être capables de gérer toutes ces populations, à être quelqu'un qui va développer la compétence de son collaborateur et pas la garder pour soi, parce que c'est ça le problème. Donc de favoriser la mobilité interne, de se dire ce talent, il va être un talent pour l'entreprise, donc je vais le faire évoluer. Et puis c'est bien évidemment aussi créer les conditions de travail optimum, favorables. Donc ça peut être le télétravail, ça peut être la digitalisation des process. Et c'est aussi accompagner des initiatives des collaborateurs, faire en sorte qu'ils puissent avoir des initiatives au sujet de l'environnement ou d'autres sujets comme associatifs par exemple. Et justement, chez Orano aussi, afin de répondre aux besoins de sens de plus en plus prégnants de vos collaborateurs, il y a tout ce pan-là. Vous avez différentes propositions dans le cadre de votre politique RSE. Je crois que notamment, désormais, c'est inclus dans la rémunération, en tout cas pour certains. Oui, tout à fait. On a décliné finalement notre politique RSE dans tout le processus RH dans l'entreprise. Donc quelques illustrations, par exemple sur la rémunération. Effectivement, on a intégré des objectifs de RSE dans la part variable donc de tous nos éligibles, pas seulement les 4 dirigeants. Donc ça représente 3000 salariés environ dans le groupe. Donc qui ont dans la part collective de leur rémunération, de leur part variable, des critères de diversité, d'inclusion, de réduction de l'empreinte carbone, de réduction des déchets, etc. etc. Donc ça, c'est un premier élément. On réfléchit aussi à intégrer des critères RSE dans tous nos accords d'intéressement progressivement, de façon, cette fois-ci, à toucher l'ensemble de nos collaborateurs, en France en tout cas, pour l'intéressement dans un premier temps. Ça, c'est un exemple. Ensuite, sur un deuxième type d'illustration sur le sujet de l'emploi, des compétences. En interne, on s'attache, on parlait à proposer un environnement de travail inclusif, moderne, avec du télétravail, de la possibilité de travailler donc de manière hybride, également un portail qu'on a mis en place en fait, sur lequel tous les salariés retrouvent l'ensemble des métiers d'entreprise. Les possibilités de formation, les passerelles vers les autres métiers et sont finalement totalement acteurs de leur développement professionnel. Et ça, c'est important pour se construire des parcours à la carte, si je puis dire, voilà, bien sûr, avec le management et la fonction RH. On a développé aussi le mentorat interne de manière très importante pour l'ensemble de nos collaborateurs, mais plus précisément pour les femmes à potentiel que l'on a détectées dans l'entreprise et qu'on accompagne de manière poussée en mentorat. Mentorat externe aussi auprès des jeunes, pour boucler la boucle sur absolument. On n'a pas beaucoup de temps pour tout citer, mais on lance le 13 juin, et merci d'en parler, on lance le 13 juin une initiative. Donc on a attribué donc, à tous les collaborateurs un crédit d'heure de 8 heures par an et par salarié pour tous les salariés volontaires pour faire du mentorat auprès de jeunes en difficulté éloignés de l'emploi ou de personnes éloignées de l'emploi. Et on travaille avec une plateforme qui s'appelle Wenabi et qui permet de mettre en relation finalement des salariés avec des associations qui proposent des missions pour des missions de mentorat externe. Et voilà, tous les salariés volontaires pourront se connecter aux associations et bénéficieront de 8 heures par an pour faire du mentorat externe. Et ben voilà, quelques beaux exemples de manières et de propositions pour donner du sens et au quotidien et ponctuellement à la vie de vos collaborateurs et des futurs candidats. Merci pour vos témoignages. Marc Gosn, directeur rémunération et avantages sociaux et SIRH d'Orano. Vincent Mattei, directeur adjoint acquisition et développement des talents chez Colas. Merci beaucoup. Nicolas Mirage, vice-président IME chez iCIMS. Merci à tous les trois.